vous êtes peut-être passé dans une rue Fermat de votre ville. Ou bien vous avez peut-être fait vos études dans un lycée Fermat. Plus loin de nous, sur la Lune, il y a un cratère nommé Fermat. Et enfin, de façon peut-être plus étonnante, Pierre de Fermat est aussi le nom de baptême d'un navire câblier français qui est basé à Brest. Alors ce personnage, auquel est associé un certain nombre de lieux et d'objets disparates, quel est-il ? Fermat est né vers 1605 dans la bastide de Beaumont-de-Lomagne, située aujourd'hui en Tarn-et-Garonne. Sa famille fait partie de la bourgeoisie aisée et possède un hôtel particulier dans cette ville. On ne sait pas grand-chose de ses premières années et notamment de ses premières études. On sait tout de même que sa mère est sans doute issue d'une famille bourgeoise protestante et que son père, lui, qui est de confession catholique, est un marchand, disons, prospère, qui a été aussi plusieurs fois élu consul de sa ville. Fermat part faire ses études de droit à l'université d'Orléans. C'est une université qui est à ce moment-là très réputée et c'est peut-être l'une des raisons qui ont poussé la famille à l'envoyer étudier le droit là-bas. Il obtient un diplôme de bachelier de droit civil, à la suite de quoi il revient dans sa région natale et en 1631, il est alors bachelier agrégé de droit civil, il acquiert une charge de commissaire aux requêtes au Parlement de Toulouse. Il faut dire que Toulouse, à cette époque, est la seconde métropole judiciaire du royaume. Et le fait de devenir magistrat, c'est une façon assez courante de s'élever dans la hiérarchie sociale. Fermat effectue toute sa carrière de magistrat au Parlement de Toulouse, mais à partir de 1637, il occupe des postes plus prestigieux que sa première charge de commissaire aux requêtes. On peut d'ailleurs voir sa signature sur les fameux sacs à procès de l'Ancien Régime. Il se fait aussi nommer à plusieurs reprises à la Chambre de l'édit de Castres. Cette chambre a été créée pour régler les différends entre catholiques et protestants, et elle est composée à égalité de magistrats de chacune de ces confessions. Fermat aime beaucoup y séjourner parce qu'on sait qu'il s'y fait nommer à de nombreuses reprises, et c'est d'ailleurs à Castres qu'il meurt en janvier 1665, lors d'une de ces sessions de la Chambre de l'édit. Mais en dehors de ses activités professionnelles, Fermat est passionné de lettres et de sciences. Ses amis et ses collègues le sollicitent souvent pour sa parfaite connaissance du latin et du grec et apprécient ses qualités de philologue. Mais c'est sa passion des mathématiques surtout qui caractérise Fermat, et dans ce domaine, ses interlocuteurs locaux ne sont pas de taille à rivaliser avec lui. Il semble bien que Fermat n'ait pas quitté le sud-ouest de la France, malgré son désir plusieurs fois évoqué d'aller à Paris. Et en effet, c'est à Paris qu'à cette époque se fabrique la science. Alors la question est de savoir comment on peut se faire connaître, comment on peut faire connaître ses travaux quand on habite en province. Dans la première moitié du XVIIe siècle, il n'existe pas d'académie officielle, il n'existe pas non plus de revues qui paraissent régulièrement. C'est en 1660 seulement qu'est créée la Société royale de Londres et quelques années plus tard, l'Académie des sciences de Paris. En même temps que ces académies paraissent des revues qui permettent de diffuser la science et de faire connaître les travaux des savants.
Les échanges passent essentiellement par la correspondance, qui a donc un rôle essentiel à cette époque. Et c'est aussi un outil très précieux pour les historiens d'aujourd'hui. Au début de sa carrière, Pierre de Fermat a pour collègue au Parlement Pierre de Carcavie, qui montera rapidement à Paris pour occuper d'autres fonctions. Il s'occupera en particulier de la bibliothèque de Colbert et de la bibliothèque du roi. Et c'est Pierre de Carcavie qui va mettre Fermat en relation avec le minime Marin Mersenne dès 1636. Pourquoi est-ce que c'est si important pour Fermat? Eh bien parce que Mersenne, c'est un personnage curieux de tout, très dynamique, très cultivé, et qui sera un nœud de la communication entre les savants. Mersenne crée à Paris une académie qu'il dit toute mathématique, et dans laquelle va se réunir, si je puis dire, le gratin intellectuel de l'époque. On y verra les Pascal, père et fils, on y verra des Arques, on y verra Robert Val, etc. Mais cette académie parisienne ne profite évidemment qu'à un certain nombre de privilégiés, et c'est pourquoi Mersenne souhaite établir ce qu'il appelle une académie par lettres, qui est un vaste réseau de correspondance. Et c'est à l'intérieur de cette académie par lettres que Fermat va pouvoir faire connaître ses travaux et se faire reconnaître comme excellent mathématicien. Et Pascal dira de lui « Vous êtes celui de l'Europe que je tiens pour le plus grand géomètre ». Les lettres sont l'occasion de se positionner sur la scène européenne. On informe souvent de manière allusive de ses travaux, on propose quelques résultats, en général sans démonstration, du moins complète. On attise ainsi la curiosité des lecteurs. On y lance aussi des défis, comme ce sera le cas pour les défis arithmétiques que Fermat proposera aux géomètres européens en 1657. Beaucoup de lettres ont été perdues, malgré les copies qui en sont faites, notamment par les destinataires. Et Fermat, quant à lui, précise souvent qu'il n'a pas le temps de copier ce qu'il envoie parce qu'il est trop pris par ses charges au Parlement. La correspondance, c'est donc un outil passionnant parce qu'elle nous montre la science en train de se faire. C'est d'autant plus passionnant que cette période est un grand dynamisme. Tout en s'appuyant sur les Grecs anciens, tels Euclide, Archimède ou Apollonius, par exemple, Fermat n'a de cesse de les dépasser, comme d'ailleurs la plupart de ses contemporains. Et pour cela, il utilise de nouveaux outils mathématiques, comme par exemple l'algèbre qui a été renouvelée par Viette quelques décennies auparavant. Et Fermat répète souvent « les anciens n'ont pas tout su ». Le projet galiléen de mathématisation de la nature fait entrer le mouvement au premier plan et cela engage des réflexions sur la nature de trajectoire, qu'elle soit céleste ou terrestre, sur des calculs de tangente, des calculs de centre de gravité ou des calculs d'air. Mais cela aussi fait entrer de plein pied et non sans difficulté dans la science la notion d'infini. Fermat participe à la plupart de ces chantiers mathématiques qui conduiront à ce que nous appelons aujourd'hui le calcul infinitésimal, la géométrie analytique, la géométrie projective ou bien aussi le calcul des probabilités. Mais Fermat est aussi féru de nombres et il ne partage pas cette passion avec tous ses contemporains. Il a lu les livres arithmétiques de Diophante qui ont été publiés par Bachet de Méziriac dans une version gréco-latine et c'est dans son exemplaire des arithmétiques de Diophante qu'il a annoté le
le texte de cette fameuse conjecture qui conduira en 1994 seulement à la démonstration de son énoncé par Andrew Wiles, aidé d'un de ses anciens étudiants, Richard Taylor. La relation de cette démonstration dans les médias a d'ailleurs fait revenir momentanément Fermat sur le devant de la scène. Alors, quel est l'énoncé de cette conjecture qui est devenue un théorème, le grand théorème ou le dernier théorème de Fermat, en termes actuels? Eh bien, si n est un entier naturel strictement supérieur à 2, on ne peut pas trouver d'entier naturel non nul x, y et z tel que x à la puissance n plus y à la puissance n égale z à la puissance n. Alors si n égale 2, eh bien il existe au contraire une infinité de nombres entiers naturels non nuls qui vérifient la relation x au carré plus y au carré égale z au carré. Parce que cela, c'est le théorème de Pythagore qui nous le dit. Je reviens à la correspondance, parce que c'est dans la correspondance que l'on peut appréhender non seulement l'œuvre de Fermat, mais aussi sa personnalité. Fermat, c'est un savant encyclopédiste qui cite les poètes latins. C'est un admirateur du chancelier Bacon qui a une foi inébranlable en la science. C'est quelqu'un qui privilégie l'esthétique des mathématiques au détriment du détail de la démonstration, et cela s'est partagé par ses contemporains. Avec des arguments qui valent ce qu'ils valent, manque de temps ou bien pente naturelle à la paresse. Voilà, tous ces aspects, nous avons voulu les faire revivre dans le musée Fermat, qui est situé dans la maison natale du mathématicien à Beaumont-de-Lomagne. Tout d'abord, l'environnement familial et local, puis la vie du parlementaire, l'œuvre du mathématicien dans son contexte historique, et enfin, à travers différents sujets, la résonance de cette œuvre au XXIe siècle. Tout cela dans une mise en scène dynamique et interactive que nous vous invitons à découvrir.